Voilà, pardon. Je reviens sur mes slides. Euh, donc voilà, pour vous remercier d'être tous là aujourd'hui, bientôt 12 membres dans la communauté d'entraide Imonéo sur Facebook et toujours autant de nouveaux membres tous les mois. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont rejoints récemment et pour ceux de la première heure il y a à peu près un an. Et comme vous voyez dans la liste des pays principaux, on retrouve vraiment tous les continents. Donc ça permet vraiment d'avoir des échanges très enrichissants, aussi bien l'Asie, donc là on voit Hong Kong et Singapour, mais vous êtes de plus en plus nombreux du Japon, du Vietnam et aussi de l'Australie. Là, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de participants du Middle East, alors peut-être qu'ils nous ont rejoints, parce que dans le groupe, on voit beaucoup de personnes des Émirats et d'Abu Dhabi et quelques personnes du Qatar et aussi d'Arabie Saoudite. De l'Europe, principalement du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Autriche et d'Allemagne. Et également le continent américain. Alors, étonnamment, on a le Brésil. Je ne m'attendais pas à voir le Brésil, les États-Unis et bien sûr le Canada. Voilà un peu les grands pays qui constituent tous les membres d'Imoneos. Merci aussi beaucoup pour votre activité. Il y a beaucoup d'échanges très, très fructueux et très actifs. On est de plus en plus souvent plus de 6 000 membres par jour à se connecter en ligne. Alors, quelques règles. On veut vraiment des échanges bienveillants, comme vous le savez. Donc, c'est vraiment pour aider les autres personnes, pas pour les juger. Tout le monde peut être débutant un jour ou un autre et est débutant un jour ou un autre. Donc, il ne faut pas être non plus timide. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. L'objectif, c'est de partager son expérience, partager son opinion. On n'est pas obligé d'avoir raison, mais on partage tout avec transparence. Donc, comme vous le savez, il est demandé de ne pas solliciter de messages privés. Vraiment, ce que je dis, c'est que tout ce que vous êtes prêt à partager au groupe servira à d'autres personnes du groupe. Et si vous n'êtes pas prêt à le partager, vous le gardez pour vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir sur tous les posts que vous voyez. Et avec Adeline, que vous connaissez maintenant, on fait en sorte de modérer pour faire en sorte que toutes les discussions restent bienveillantes. Et on renvoie aussi sur du contenu qu'on trouve sur le site Imoneos quand on pense que c'est pertinent. Petit point sur la parité. On a fait des progrès sur les 3 derniers mois, mais il y a encore un petit peu plus d'hommes que de femmes. Donc, on vous attend toutes et tous à inviter vos amis. Ce serait quand même bien d'arriver à la parité parfaite très rapidement dans le groupe Imoneos. Petit point après sur l'activité, je vous disais, c'est marrant, Facebook donne le top 10 des personnes les plus actives. Et donc, voilà, ça me permet de voir des noms et des personnes d'un peu partout dans le monde. Et voilà, j'ai remis en avant comment inviter vos amis. Donc, partout où vous êtes, invitez vos amis expatriés qui investissent dans l'immobilier en France ou qui souhaitent investir dans l'immobilier en France à nous rejoindre. Vous leur expliquez les règles du groupe, hein, comme quoi c'est vraiment très transparent, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de pub. Et c'est vraiment que des Français d'étrangers qui s'entraident. Je profite de cette courte introduction pendant que je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent encore pour vous rappeler qu'en plus du groupe que vous connaissez tous, il y a le site imoneos.fr qui va permettre de vous faire une première chose, c'est de vous mettre en relation directement avec des chasseurs immobiliers maintenant dans vraiment toutes les principales villes de France, y compris les villes de province, on va dire de plus de 50 000 habitants. Des courtiers en crédit, et aujourd'hui on a la chance d'avoir Marjorie et Benjamin qui font partie des courtiers de confiance spécialisés pour les Français à l'étranger qui vont vraiment nous expliquer davantage sur le sujet, mais aussi des experts comptables et des assurances de prêt. Euh, Petit focus sur le formulaire et les chasseurs de confiance et comment tous ces partenaires de confiance arrivent sur la plateforme Imoneos. Ils sont tous initialement recommandés par des membres Imoneos. D'ailleurs, Marjorie, pour en témoigner, c'est après des recommandations que j'ai été amené à la contacter et on s'est mis à collaborer. Je crois qu'initialement, elle a essayé de me joindre et je n'avais même pas remarqué qu'elle avait essayé de me joindre. Vraiment, on fonctionne par Je recommandation. confirme. Voilà. L'objectif, pourquoi? C'est de travailler avec des personnes vérifiées, avec qui vous avez déjà travaillé, que vous pouvez recommander. Nous, derrière, avec David, on fait vraiment une vérification pour s'assurer que ce n'est pas un copinage. Et on s'assure que c'est des personnes qui sont véritablement spécialisées pour travailler à distance avec des non-résidents. Donc, ils sont flexibles, ils connaissent les time zones, ils travaillent avec WhatsApp. Et ce sont des partenaires qu'on suit dans le temps, les chasseurs. Il nous arrive, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande, et pour ceux qui ont déjà demandé à avoir accès à un chasseur, on vous demande régulièrement comment ça se passe, si tout se passe bien, si vous rencontrez des difficultés. L'objectif, encore une fois, c'est de nous assurer que
leur succès à vos côtés, c'est leur futur succès avec d'autres membres Imoneos. Et au cas où certains chasseurs posent problème, ne répondent pas assez rapidement, qu'on puisse faire le point avec eux. Et ça nous est arrivé de moins travailler avec certains chasseurs qui, pour certaines raisons, devenaient moins efficaces et qu'on ne sentait pas continuer à recommander. Voilà. Tous les chasseurs ayant l'habitude de travailler avec les non-résidents vont pouvoir vous proposer du clé en main, y compris les travaux et l'aménagement, bien évidemment, et trouver une agence de mise en location. Une question qui nous est souvent posée, c'est le coût d'un chasseur. Donc, du coup, on a écrit un dossier spécifiquement sur le sujet que vous trouvez dans la section Investir du site Imoneos, coût du chasseur immobilier. Je vous laisse parcourir ce dossier qui est très bien fait. Ce qu'on a lancé dernièrement, c'est les ventes flash. Et ça fonctionne très, très bien. Très bonne réaction. Donc, on va continuer. Là, c'est les 3 dernières ventes flash qu'on a pu faire. Donc, comment arrivent ces ventes flash? Finalement, ce sont les chasseurs qui sont sur le terrain, qui, grâce à leur réseau, arrivent à avoir des biens off-market et qui nous les proposent généralement au moins 24 heures avant qu'ils soient mis en agence. Donc, il faut véritablement être rapide. L'intérêt, c'est qu'ils arrivent off-market, c'est que c'est des biens qui sont vérifiés, c'est-à-dire que ça nous vient de chasseurs de confiance. Et avec David, on s'assure que voilà que c'est un bien de qualité qui a un intérêt et on est très transparent sur l'opportunité que vous pouvez conclure en direct avec un chasseur, donc sans passer par une agence. Quelques mots sur Marseille, où d'ailleurs, dimanche, on a lancé une vente flash avec Florent, qui est le chasseur de confiance sur Marseille. Donc voilà, il y a des personnes qui sont déjà positionnées, mais comme ça vient tout juste d'être lancé il y a moins de 48 heures, si ça vous intéresse, écrivez-moi un email à remi@imoneos.fr et je vous mettrai en relation avec Florent pour que vous puissiez avoir tous les détails de cet appartement qui est en vente. C'est un appartement meublé en plein centre de Marseille qui fonctionne aujourd'hui en location courte durée. Il y a beaucoup de demandes sur Marseille. Alors, on a décidé d'en faire un webinar fin juin, début juillet, avec Florent, un chasseur de confiance. On fera un webinar identique aujourd'hui sur Marseille en particulier. Pour conclure, le site Imoneos, véritablement, je vous ai dit, c'est pour être mis en relation avec des partenaires, mais aussi avec David, on fait en sorte d'avoir un certain nombre de dossiers qui sont mis à jour, comme ce dossier sur le baromètre de l'investissement locatif, où vous retrouvez les rendements réellement obtenus par des Français à l'étranger qui ont investi en France. Donc, c'est avec le prix de la transaction réelle, c'est-à-dire le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'ameublement. On fait ça parce que je pense que quand on se lance dans un investissement, d'avoir autant de transparence, c'est assez rare et ça vous permet de voir quel budget pour investir en quelle ville, pour tel rendement. Et on vous partage en toute transparence, mais bien sûr de manière anonyme, on ne va pas vous donner les noms des personnes, tous les investissements qui peuvent être faits par des membres d'Imoneos. Là, vous avez sur la droite le top des villes où les personnes investissent. Voilà, donc vous retrouvez ces informations dans le baromètre de l'investissement locatif. Là, c'est un extrait de la homepage que vous voyez sur mon écran. Voilà, je ne prends pas plus de temps. L'objectif, c'est de laisser du temps à Marjorie et Benjamin. Je les remercie vraiment chaudement d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Comme je vous dis, ce sont des partenaires de confiance qui sont spécialisés dans le crédit, sont tous deux courtiers en crédit. Marjorie basée à Hong Kong et Benjamin à Paris. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole. Marjorie, Benjamin, c'est à vous. Merci beaucoup Rémi, merci pour cette introduction et surtout merci à toi et à la communauté Imoneos pour nous faire confiance, pour vos recommandations. Et c'est un challenge pour nous en fait de toujours être à la hauteur de la qualité que vous attendez de la part d'un courtier. Donc merci pour ça. Je vais partager mon écran tout de suite. Comme ça, vous avez accès à la présentation également. Voilà. Donc, je me présente, Marjorie Michaud. Je travaille pour un groupe qui s'appelle Crédit Expert, qui exerce dans le courtage en crédit immobilier depuis maintenant 14 ans. Comme le disait Rémi, je suis basée à Hong Kong, donc ce qui me permet d'avoir une grande proximité avec les emprunteurs, les personnes qui sollicitent nos services et qui sont basées sur la zone Asie-Pacifique. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Benjamin du côté de l'Europe. Benjamin, je te laisse te présenter également en quelques mots. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis très ravi de pouvoir animer donc ce webinaire avec vous tous. Et donc,
Je remercie donc Rémi et David pour cette invitation. Et donc à l'instar de Marjorie, donc je m'occupe effectivement donc des financements des non-résidents, mais je suis basé donc à Paris, ce qui forcément facilite le traitement des dossiers qui peuvent émaner d'autres régions que l'Asie-Pacifique, et puis qui peuvent bien évidemment faciliter les relations avec les banques françaises qui sont nos principaux partenaires pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes de financement dont vous pouvez avoir besoin pour l'ensemble de vos projets. Merci Benjamin. Donc, vous l'avez compris, le thème du jour, c'est le financement bancaire. Et on va s'intéresser en particulier au budget et au calcul en fait, d'une enveloppe cible pour votre projet immobilier. C'est souvent en fait, la première question qu'on se pose quand on démarre la recherche d'un projet immobilier, d'un bien. C'est finalement quelle est l'enveloppe, quel est le budget cible, quel est en fait le montant que je vais pouvoir emprunter auprès des banques françaises. Donc, on va vous aider à décrypter tout ça. Ce qui va vous permettre un gain de temps considérable pour la suite des événements. La façon dont on va organiser ce webinaire, c'est tout simplement qu'on va pouvoir déjà, grâce aux questions que vous avez posées à travers l'inscription, reprendre la plupart des thèmes que vous avez évoqués lors de votre inscription. Et puis par la suite, on reprendra des points un peu plus spécifiques qui ont été posés également avec Benjamin. Et si Rémi nous accorde encore un petit peu de temps, on pourra bien sûr vous faire participer à travers le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les reprendra à la fin. Pour l'heure, on aimerait bien vous connaître un petit peu plus. Donc ce qu'on vous propose déjà pour commencer, c'est un petit sondage. Vous allez recevoir dans le chat, alors c'est Dimitri qui va vous envoyer ça, voilà, vous l'avez, un lien vers un formulaire qui contient 5 questions. Alors l'objectif ici, c'est de pouvoir comprendre vos attentes. C'est vraiment 5 petites questions qui vous sont posées, qui sont assez généralistes. Ce que je vous propose, c'est qu'on clique ensemble sur le lien et qu'on le fasse ensemble. Donc, je vais également partager mon écran. Alors, hop. Dimitri, je pense qu'il y a une erreur dans le lien. Est-ce que tu pourrais le renvoyer, s'il te plaît? Ça fonctionne? Ah, voilà, ça fonctionne. Ça y est, ça ne fonctionnait pas chez moi. Bon, super. Alors, je vais repartager. Hop. On va voir les questions ensemble. Et donc, première question, très simple. Est-ce que vous avez déjà réalisé un financement par emprunt dans le cadre d'une opération immobilière tout en étant non résident? Donc, oui, non. Deuxième question, concernant votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes salarié en contrat local de type CDI? Donc, c'est ce qu'on appelle communément en étant à l'étranger les permanent contracts, sur lesquels il n'y a pas forcément de date de fin. Salarié en contrat local de type CDD, donc en particulier, donc vous êtes embauché par l'entité locale, mais il y a sur votre contrat une date de fin. Salarié en expatriation, donc souvent c'est le cas des personnes qui ont un contrat cadre, par exemple avec la France. C'est ce qui nous intéresse ici, les personnes qui ont un contrat cadre avec la France et qui vont avoir un contrat de détachement avec l'entité locale sur place, dans leur pays de résidence. Peut-être que parmi vous, il y a également des entrepreneurs ou des personnes qui sont associées à 100% ou alors pour partie d'une activité qu'ils gèrent eux-mêmes ou alors sans activité professionnelle. Quel est le stade de votre projet immobilier? Alors, soit vous démarrez vos recherches, on est plutôt dans une phase exploratoire, ou alors vous recherchez activement un bien et vous souhaitez réaliser une opération dans les 3 prochains mois. Vous avez peut-être déjà identifié un bien. Vous avez peut-être déjà un compromis en cours de signature ou même déjà signé. Ou alors, tout simplement, vous n'avez pas de projet immobilier à proprement parler et vous souhaitez simplement vous renseigner. Question suivante, avez-vous déjà consulté votre banque en France ou souhaitez-vous la consulter dans le futur? Oui, non, ou alors vous n'avez pas de compte bancaire en France. Dernière question,
qui est assez intéressante par rapport à votre objectif dans votre recherche de financement. Alors bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs objectifs. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt votre objectif principal à travers la recherche d'un financement. Premièrement, réaliser un effet de levier maximum. Donc vous cherchez vraiment à obtenir le crédit sur le montant le plus important possible pour pouvoir bénéficier des taux bas. Réaliser une opération à cash flow neutre, voire positif si possible. On a régulièrement la demande de personnes qui souhaitent vraiment avoir des loyers qui couvrent l'intégralité de leur mensualité d'emprunt, que ce soit un projet qui fonctionne tout seul. Gagner au maximum sur le coût du crédit. Là, on est plutôt sur des personnes qui recherchent la rentabilité sous tous ces aspects. Donc souvent, on va plutôt s'intéresser à une durée d'emprunt moindre pour avoir un coût du crédit moindre également. Concrétiser un premier projet tout en conservant de la capacité d'endettement pour des projets futurs. Là, on s'intéresse davantage à une stratégie d'investissement sur le long terme et on va privilégier justement de la place au niveau de la capacité d'endettement pour des projets futurs. Ou alors, ce que vous recherchez, c'est trouver un partenaire bancaire pouvant vous accompagner sur le long terme. Alors, ça peut être pour d'autres projets immobiliers, ça peut être aussi sur du financement, sur du patrimoine financier. Donc, on peut aussi, à travers un partenariat bancaire, avoir un besoin en termes d'optimisation patrimoniale dans son ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est, une fois que vous avez complété les 5 questions, ça doit être assez rapide, d'envoyer le questionnaire, et puis on va pouvoir regarder ensemble les résultats. Alors, on a 35 réponses. Alors, on est curieux. On a 35 réponses. Alors, j'attends simplement de recevoir les résultats. Alors, juste une toute petite minute. Voilà. Alors, repartager mon écran. Voici. Est-ce que vous voyez tous? C'est bon? Voilà. Donc, à la première question, donc on remarque, est-ce que vous avez déjà réalisé un financement par emprunt? Une petite partie d'entre vous, oui, mais la plupart de vous, non. Donc, au final, c'est bien, on va reprendre les basiques, et c'est exactement l'objet de cette présentation. Donc, voilà, on voit qu'on est plutôt sur un public où on est dans le cadre d'un premier projet immobilier. Concernant votre situation professionnelle, on est en majorité sur des personnes qui sont en contrat local de type CDI. C'est tout à fait finalement en ligne avec ce qu'on a habituellement comme type de ratio. Des personnes en contrat local de type CDD. Alors, on va voir par la suite quels sont les types de contrats voilà, qui vont être à privilégier ou non par les banques. Enfin, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Salariés en expatriation, évidemment, s'il y a de la domiciliation de salaire, même si ça ne concerne pas beaucoup de personnes aujourd'hui, ça peut être bien sûr un élément déterminant dans la négociation. Puis il y a également les entrepreneurs sur lesquels on fait un focus également tout à l'heure par la suite. Donc ok, c'est parfait. Quel est le stade de votre projet immobilier? Donc on a une majorité de personnes qui démarrent ces recherches. Donc c'est très bien. Ça va nous permettre ensemble de pouvoir calculer une enveloppe de prêt, un budget cible pour pouvoir vous permettre d'être plus confortable pour la suite dans la recherche de votre projet immobilier. Et puis, un peu moins de 20% d'entre vous qui recherchent activement un bien et qui souhaitent réaliser l'opération dans les 3 prochains mois. Une petite partie quand même d'entre vous qui a identifié un bien, mais également des compromis en cours de signature, donc pour quand même un peu plus de 10%.
intéressant. Et là, il faut, enfin, vous le savez, on est quand même au niveau délai. Il faut bien sûr activer tout ça pour pouvoir être très actif sur la partie recherche de financement bancaire. À ce moment-là, si le compromis est déjà signé. Ensuite, avez-vous déjà consulté votre banque en France ou souhaitez la consulter dans le futur? Donc, la majorité d'entre vous, et c'est plutôt un geste naturel, ont déjà consulté leur banque. Certains ne souhaitent pas le faire. Certains n'ont pas de banque en France. Donc là, on va voir qu'il y a quand même des possibilités pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée dans le questionnaire d'inscription. Quel est votre objectif principal concernant le financement bancaire? Alors, on voit que pour un nombre important, c'est la réalisation d'un effet de levier maximum. Donc, on s'intéresse aujourd'hui au taux bas, au fait de pouvoir réaliser le prêt au maximum possible. Et aussi, alors ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, réaliser une opération à cash flow neutre, concrétiser un premier projet tout en conservant de la capacité d'endettement. Donc, finalement, il n'y a pas forcément un objectif qui se démarque, même si c'est l'effet de levier qui prime. Mais quand même, on voit que vous avez tous des objectifs assez différents dans cette recherche. Très bien. Alors, on va repasser finalement à la présentation. Voilà. Maintenant qu'on sait qui vous êtes et qu'on va pouvoir un peu plus orienter notre discours, je vais vous dire en quelques mots qui nous sommes, nous, Crédit Expert, le groupe. Donc, Crédit Expert, c'est un groupe, donc, comme vous le savez, de courtiers en crédit immobilier. Juste Marjorie, pardon, je t'interromps parce qu'on est toujours sur ton Google Form là. Ah, d'accord. Alors, voilà, je pense que voilà. merci. Je stoppe et je recherche. Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, un groupe qui a été fondé en 2007, 14 ans d'existence, avec une soixantaine de collaborateurs. On est répartis en France, au Luxembourg, à Hong Kong. Alors, bien sûr, avec une majorité de nos collègues qui se situent en France, puisqu'on est d'abord un groupe historiquement qui travaille pour les résidents français. Il y a 5 ans, on s'est spécialisé à travers l'appellation Crédit Expat sur les expatriés et non-résidents. Très rapidement, pour un chiffre quand même qui est assez clé pour nous, on a passé la barre du milliard d'euros de financement par an en 2019. On est assez fiers de ça en termes de chiffres au niveau du groupe et on travaille sur environ un petit peu plus de 70 partenaires bancaires aujourd'hui, donc 70 conventions bancaires, 70 banques en tout cas avec lesquelles on peut travailler aujourd'hui. Alors bien sûr, pas toutes les banques ne souhaitent se positionner sur les expatriés et non-résidents pour des raisons assez évidentes. En général, et on l'a vu dans le questionnaire, vous n'avez pas forcément de salaire à domicilier en France ou alors vous n'êtes pas forcément un client du quotidien. Il y a certainement qui recherchent ça par-dessus tout. Donc, on va s'intéresser en fait à travers cette présentation aux banques, bien sûr, qui vont considérer votre profil et avoir une certaine maturité dans la considération des expatriés et non-résidents. Donc voilà, au sommaire du jour, pour rentrer dans le vif du sujet, on va travailler ensemble sur les critères que les banques affectionnent particulièrement quand on parle d'accès au crédit immobilier pour les non-résidents. On va travailler ensemble sur le calcul d'une enveloppe de prêt pour que vous ayez une vision concrète de la façon dont ça fonctionne et dont on va pouvoir justement calculer un budget cible. On travaillera aussi sur le calendrier, puis avec les étapes de l'obtention d'un prêt immobilier pour vous donner une vision d'ensemble de toutes les étapes à franchir depuis le moment où vous êtes à l'identification d'un bien ou même avant, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Et puis on terminera par la session de questions-réponses. Donc, je laisse la parole pour rentrer dans le vif du sujet à Benjamin qui va nous parler des critères d'accès au crédit immobilier. Tout à fait. Alors, bien sûr, comme pour tout le monde et absolument, quelle que soit la zone géographique sur laquelle on se situe, l'année 2020 a été une année qui a vu donc, beaucoup de changements, notamment donc, et forcément liés au Covid-19. Et donc, forcément, le financement bancaire n'a pas échappé à cette règle. Donc, il y a eu beaucoup de mutations, notamment donc, liées au Covid-19, mais aussi, on aura l'occasion d'y revenir, suite à des recommandations du HCSF en fin 2019, donc le Haut Conseil de stabilité financière, qui est un régulateur en France et qui a donné donc, des recommandations fin 2019 avec une application en 2020. Et donc, forcément, ça a donné lieu à beaucoup de mutations. Donc, on va dire dans les inconvénients liés au Covid-19, forcément, il y a eu
notamment au tout début de la crise, des délais qui ont été beaucoup plus sensibles avec un nombre de banques très limité, notamment lié à des gros problèmes organisationnels de certaines banques qui n'étaient pas forcément structurées pour pouvoir mettre en place du télétravail. Donc, ça a été très compliqué, notamment pendant un peu plus de 2 mois. Une attention qui a été donc forcément beaucoup plus forte portée sur l'endettement ou au reste à vivre et donc au secteur d'activité touché par la crise. Donc ça, c'est lié donc vraiment à la fois à la crise Covid-19, mais également à ce que je disais il y a quelques secondes, lié aux recommandations du HCSF, et également donc une plus grande exigence des banques au regard de la qualité des dossiers qui leur sont transmis. Heureusement, il y a aussi des aspects positifs à tout ça. Et forcément, donc, ce que je disais en amont, le Covid donc, a donné lieu à une plus grande flexibilité organisationnelle des banques, dans le sens où est-ce que ça a été très dur au début de s'adapter, mais forcément, elles ont dû faire cet effort d'adaptation. Elles l'ont fait d'ailleurs plutôt bien. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ça a été plutôt assez rapide et aujourd'hui, on a donc de ce fait des solutions qui se dessinent qui n'étaient pas réelles, existantes en 2019 ou début 2020, par exemple. On a un marché donc, qui favorise toujours une politique de taux d'emprunt bas, puisque bon, les politiques monétaires de la Banque centrale européenne restent toujours extrêmement accommodantes et forcément, ça se réplique matériellement et mécaniquement par des taux toujours extrêmement faibles. Et bien sûr, on a pu toujours constater que forcément, en période de crise, la valeur de l'immobilier était toujours une valeur considérée comme une valeur refuge et donc qui avait toujours notifié, remarqué par cette force. Et forcément, également, les banques ayant adapté donc les banques et les différentes administrations, donc notamment par exemple pour tout ce qui est notaire, ont adapté donc leur service de signature à distance pour tout ce qui va être signature d'offres de prêt, de demande de crédit, ou tout simplement de procuration ou de signature d'acte authentique ou de compromis de vente pour les notaires, ce qui forcément donc, permet aujourd'hui de réaliser donc plus facilement en tant que non-résident des opérations de financement, comme ça aurait pu être le cas par exemple en 2019, où est-ce qu'on avait donc pas encore toutes ces dispositions qui étaient mises en place. Alors, au niveau donc, de l'accès au crédit immobilier, il va y avoir plusieurs éléments qui vont être extrêmement importants. Et comme on l'a vu vis-à-vis du sondage qui a été tout à l'heure réalisé, les banques vont regarder de manière assez attentive la situation professionnelle de chacun des candidats à l'emprunt. Donc forcément, mécaniquement, ce qui revient le plus souvent, c'est déjà regarder si on est sur un contrat de type contrat local ou si on est sur un contrat d'expatriation, si on est sur un contrat permanent, si on est sur un contrat à temps plein. Donc vraiment, chaque situation sera scrutée à la loupe par les établissements bancaires et les propositions qui peuvent parvenir donc, en fonction des profils peuvent donner lieu donc, à des propositions qui seront différentes en fonction, encore une fois, de la segmentation que la banque va faire de la demande de financement qui va lui être adressée. On va voir également donc, sur le prochain, sur ce slide, qu'aujourd'hui, c'était déjà des éléments qui étaient très appréciés, mais qui le sont encore plus. C'est-à-dire, on a 2 indicateurs qui sont très forts, donc au-delà des situations professionnelles, qui donc sont analysées par les banques. On a donc la capacité d'endettement et le reste à vivre, qui sont aujourd'hui donc vraiment des incontournables et qu'il faut absolument respecter pour pouvoir rentrer entre guillemets dans les critères d'éligibilité des banques pour pouvoir concourir donc à ce financement. Le taux d'endettement qui va tout simplement correspondre au ratio des charges sur les revenus, donc les charges qui va être toutes les charges de loyer, donc soit si vous êtes locataire, le loyer de votre résidence principale, ou si vous êtes propriétaire dans votre lieu de résidence, le crédit immobilier que vous avez éventuellement souscrit donc pour acheter ce bien. Et donc ces charges, on va les superposer donc sur la totalité de vos revenus. Et donc ce ratio doit être inférieur entre 33 et 35%. Pourquoi on dit 33 et 35 ? Puisque les recommandations du HCSF ont permis d'augmenter à 35% l'endettement, mais vous avez encore aujourd'hui certaines banques qui restent avec des limites à 33%. Bien prendre en compte également, c'est que l'assurance emprunteur, le coût de l'assurance emprunteur doit être intégré ce ratio d'endettement. D'accord ? Et bien évidemment, il y a ici donc, le montant du reste à vivre. Le montant du reste à vivre, c'est vraiment donc, tout simplement le revenu disponible une fois qu'on a payé l'ensemble de ces charges de crédit ou de loyer. Et donc, qui va être adapté en fonction des politiques bancaires, mais aussi forcément en fonction de la composition du foyer. Pour un exemple très simple, une banque ne demandera jamais le même reste à vivre pour un foyer composé de 2 personnes sans enfants que pour un foyer composé de 2 personnes avec 3 enfants, par exemple, mécanique.
Autre chose extrêmement importante, l'apport requis, qui est une question qui revient d'ailleurs très souvent. Et donc là, on va avoir de grandes différences et donc des écarts qui vont varier de manière assez considérable en fonction des politiques de financement de chacune des établissements bancaires. Et pour faire assez simple et être assez synthétique, elles vont raisonner notamment ce qu'on appelle avec un principe de LTV, donc de loan to value, qui va tout simplement être le rapport entre le montant du prêt sollicité et la valeur du bien. Concrètement, aujourd'hui, vous avez les banques les plus souples qui vont accepter donc de financer 100% de la valeur du bien, ce qui va, donc, pour ainsi dire, limiter en fait l'apport purement aux frais annexes liés à l'opération. Donc, dans les frais annexes, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie, les frais d'agence immobilière si vous passez par une agence immobilière, les frais de chasseur d'appart si vous passez par un chasseur d'appart. Donc vraiment, en fait, tous les frais qui sont liés à la fois à l'acquisition, mais aussi à la mise en place du financement pour pouvoir réaliser cette acquisition. Donc forcément, en fonction qu'on achète dans le neuf ou dans l'ancien, on va avoir des frais annexes qui peuvent varier globalement, on va dire, entre 5 et 15% en fonction de la nature du projet et du nombre d'intermédiaires, bien sûr, qui va être présent au sein de l'opération. Ensuite, vous avez d'autres établissements qui vont fonctionner donc vraiment avec des politiques toujours basées donc sur une LTV différente, mais vous avez donc des banques qui vont avoir une limitation donc d'une LTV à 90%, donc ce qui implique mécaniquement d'avoir les frais annexes plus 10% d'apport. D'autres, une LTV à 80%, donc mécaniquement à nouveau, des frais annexes plus 20% d'apport. Et globalement, pour être tout à fait complet sur le propos, aujourd'hui, les banques qui sont, on va dire, les moins favorables à lever le plus de financement vont demander en général 40% d'apport plus les frais annexes. Alors ça, c'est un point qui est donc extrêmement important, c'est les contreparties que les banques françaises vont vous demander lorsqu'elles vont réaliser une opération financière pour un non-résident. Comme toutes les entreprises, les banques forcément ont une finalité économique et là, je ne vous apprends rien quand je vous le dis. Et donc forcément, en fait, quand elles vont financer une clientèle de non-résidents, elles le font donc dans plusieurs buts, mais la première avant tout, c'est pour capitaliser sur le développement d'une relation commerciale future. Et donc tout simplement pour pouvoir entrevoir de dégager, de développer grâce à cette relation commerciale à terme du PNB, donc ce qu'on appelle du PNB, ce qui est du produit net bancaire, qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une activité financière. Aujourd'hui, dans un contexte de taux extrêmement faible, une courbe des taux qui est extrêmement basse mais aussi extrêmement plate, et en plus donc des taux avec une marge d'intermédiation de ce fait qui s'érode dans le temps, les banques aujourd'hui n'ont pas vocation en fait purement à faire du crédit, ce qu'on appelle du crédit sec, où est-ce qu'en gros elles ne demandaient rien à côté. C'était ce que faisait par exemple un établissement qui était très connu, qui était le CFF, qui était le Crédit Foncier de France, et qui a fermé donc ses portes en 2018. Et aujourd'hui, donc mécaniquement, une banque, lorsqu'elle finance une clientèle de non-résidents, elle va le demander très généralement des contreparties d'épargne financière qui peut encore une fois varier en fonction donc, des politiques de financement de chacun des établissements bancaires, mais pour avoir un discours qui soit assez généraliste malgré tout, qui puisse refléter la réalité du marché. J'ai envie de vous dire que généralement, il va falloir compter environ à peu près 10% de contrepartie épargne qui va donc devoir être placée dans la banque avec un minimum de 20 000 €. Encore une fois, cette contrepartie épargne peut prendre différentes formes en fonction des établissements bancaires. Vous avez des établissements qui veulent juste récupérer un peu de cash et c'est vraiment pour ancrer le début d'une relation commerciale et notamment sur la partie épargne, mais qui ne vont pas vous imposer de support d'investissement X ou Y. Les fonds ne seront pas forcément nantis, encore une fois, selon les banques. Et par contre, vous avez des établissements qui sont un peu moins souples et qui vont vouloir que les fonds soient investis sur des comptes titres, des contrats de capi ou des contrats d'assurance vie en fonction de votre lieu de résidence et de la convention fiscale qui coexiste entre la France et votre lieu de résidence, pour pouvoir vous proposer donc des placements qui soient éventuellement donc en adéquation avec votre régime fiscal actuel. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est systématiquement demandé et aussi quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est également ce qu'on appelle la bancarisation, c'est-à-dire la détention d'un compte chèque, tout simplement pour pouvoir y prélever les échéances de prêt et éventuellement y domicilier les revenus locatifs si notamment le but du financement est de réaliser donc, un investissement locatif. Si bien sûr c'est un investissement d'une résidence secondaire, on demandera juste la domiciliation donc des échéances de prêt. En tout cas, voilà. Également un autre point, donc l'assurance de prêt.
L'assurance de prêt est obligatoire en France lorsqu'on fait un prêt immobilier. Donc, il faut également souscrire une assurance emprunteur, très généralement qui va être proposée directement et internalisée par la banque qui va réaliser l'opération. On est sur des garanties en soi qui sont relativement limitées dans l'immense majorité des banques, et notamment on est sur des garanties qui sont limitées au décès et à la perte totale et irréversible d'autonomie. C'est-à-dire que pour les personnes notamment qui ont déjà pu faire un emprunt en France lorsqu'ils étaient résidents fiscaux français, les contrats d'assurance qu'on vous proposait étaient mécaniquement plus chers parce qu'il y avait plus de garanties, et les garanties notamment étaient obligatoires et sont très générales, et où est-ce que notamment vous avez tout ce qui va être les garanties ITT, IPT, donc tout ce qui va être interruption temporaire de travail, délai de franchise, etc. Toutes ces garanties-là, lorsqu'on est non-résident, on ne les retrouve pas. Donc en fait, mécaniquement, on va avoir un contrat qui très généralement va avoir un coût qui va être relativement faible, bien sûr relativement faible en fonction du montant qui va être sollicité, et bien évidemment en fonction des réponses que vous allez donner donc, au questionnaire de santé qui vous est soumis donc, pour pouvoir réaliser donc, le devis d'assurance emprunteur. Quelques points d'attention très particuliers, on en a listé plusieurs, puisque ça revient assez régulièrement. Donc, tout ce qui va être les acquisitions qui vont devoir incorporer donc, des travaux, et donc potentiellement aussi des différés d'amortissement. Les travaux sont, dans l'immense majorité des banques, finançables, mais par contre, pour reprendre l'expression que j'utilise très souvent, il faut qu'on soit sur un montant dit cohérent de travaux. Dans le sens où un montant cohérent de travaux, c'est 25-30% de la valeur du bien maximum qui va être financé. Ensuite, pour tout ce qui va être différé d'amortissement, l'immense majorité des banques également peuvent mettre en place des différés d'amortissement à partir du moment où est-ce que c'est justifié notamment pour réaliser les travaux et donc pour tout simplement pallier cette vacance locative lorsqu'on fait face donc, notamment à un investissement locatif, et qui va permettre de pouvoir donc réaliser ces travaux sans avoir à assumer les premières échéances de prêt. Voilà, j'insiste bien vis-à-vis que ça doit être vraiment adapté en fonction des travaux, puisque c'est déjà arrivé qu'on nous pose la question de savoir si on peut mettre un différé de 24, 36 mois, s'il n'y a pas de justificatif lié aux travaux et que c'est purement juste pour pouvoir, entre guillemets, cumuler de la trésorerie, c'est très souvent refusé dans ces cas-là. Autre chose, et là c'est très important également, puisqu'on a quelques entrepreneurs qui sont parmi nous. Aujourd'hui, la situation des entrepreneurs, c'est un segment qui est très particulier, il faut être honnête, qui est très difficile de trouver des financements. Que vous soyez donc gérant d'une PME, que vous soyez consultant à votre compte, que vous exercez donc en nom propre. L'immense majorité donc, des banques, ce qu'on appelle des banques commerciales, vont écarter ces dossiers pour plusieurs raisons, mais car souvent soit elles ne savent pas faire, ou tout simplement elles ne veulent pas ou ne savent pas étudier des liasses fiscales qui sont établies dans des normes comptables différentes de celles de la France. Bon, pour autant, en toute parenthèse, généralement en France, on a l'habitude de faire plus compliqué que ce qu'on peut trouver à l'étranger, mais malgré tout, c'est un frein qu'on peut trouver avec certains de nos partenaires. Il existe par contre, en revanche, certaines banques privées qui peuvent réaliser ce type d'opération, mais c'est dans des conditions très spécifiques, et notamment sur des notions de cash deposit qui vont être beaucoup plus importantes que celles que j'ai pu exposer il y a quelques minutes vis-à-vis des contreparties épargnes qui sont généralement demandées. Également, le troisième point particulier, comme vous pouvez le voir, c'est le mode de détention. Donc, dans le mode de détention, c'est le type d'acquisition et qui va réaliser l'acquisition. Est-ce qu'on est sur une personne morale qui va réaliser l'opération, donc une personne comme vous ou moi qui est présente donc, sur ce webinaire, ou une personne une personne physique, excusez-moi, je voulais dire une personne physique, ou alors une personne morale, donc qui peut être représentée par une SARL ou une SCI ou une société X ou Y. Concrètement, sur les personnes physiques, il n'y a aucun problème pour réaliser les opérations. Et les personnes morales, aujourd'hui, dans un contexte très particulier, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir réaliser des opérations en tant que personne morale, dans le sens où, en France, il y a sur tout ce qui est contrat de contrats de prêt qui sont donc de droit français, on a ce qu'on appelle des garde-fous qui sont émis par la Banque de France, qui sont donc notamment des taux d'usure. Les taux d'usure, ce sont globalement, pour faire très simple, des conditions qu'une banque ne peut pas dépasser, auquel cas elle serait dans l'irrégularité de vous proposer un financement qui dépasserait ce taux d'usure. Et en fait, comme nous ne sommes pas sur des taux d'usure qui sont identiques, les taux d'usure qui sont pratiqués sur tout ce qui est personne morale
sont beaucoup plus faibles que sur les personnes physiques. Et pour vous donner un exemple aujourd'hui, sur les prêts qui sont réalisés de 2 à 20 ans, les taux d'usure qui comprennent, donc, qui sont la comparaison de ce qu'on appelle le TAEG, le taux annuel effectif global, qui va être donc le taux qui va reprendre l'ensemble des coûts liés à l'opération de crédit, donc le coût des intérêts, le coût de l'assurance emprunteur, le coût des frais de garantie, le coût des frais de dossier. Tout ça vraiment est remis donc, sous une forme de taux, et ce taux ne peut pas dépasser 1,68 par exemple. Et donc, pourquoi je dis que c'est très ponctuel? Puisque si on avait eu ce webinaire, par exemple, il y a 1 an, ou encore ne serait-ce que 9 mois, je n'aurais pas forcément eu ce discours, entre guillemets, un peu plus alarmiste. Pourquoi? Parce que ces taux d'usure sont réévalués tous les trimestres par la Banque de France, et donc forcément, mécaniquement, on doit adapter le discours en fonction. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les personnes morales, il est très compliqué de pouvoir établir donc, des financements en tant que non-résidents, et c'est aussi un principe qui s'applique également pour les résidents fiscaux français, cette problématique-là. Et bien sûr, le dernier point, c'est les frais donc, inhérents liés à une opération immobilière et son financement. Ça va être très succinct, puisque je l'ai évoqué déjà il y a quelques secondes. C'est ce qu'on appelle donc les frais annexes, qui vont être les frais de notaire, les frais de dossier prélevés par la banque, les frais d'intermédiation, donc quelle que soit l'intermédiation, qu'on passe par un courtier, qu'on passe par un chasseur d'appart, qu'on passe par un agent immobilier. Donc, tous les frais qui sont liés à la fois à la mise en place, à l'acquisition et à la mise en place du financement pour réaliser l'acquisition doivent être apportés par le client, bien que, et là encore une fois, je le dis de manière vraiment très exceptionnelle, très à la marge. Il peut y avoir des banques encore aujourd'hui qui financent du 110%, mais c'est très, très rare et on est sur des banques privées. Et encore une fois, il va y avoir dans ces cas-là des notions de cash deposit qui vont être assez importantes. Et donc, sur une certaine partie, peuvent être nantis pendant toute la durée du prêt, notamment. Donc voilà, ça, c'est vraiment du cas très, très spécifique et qui est très à la marge. Merci Benjamin. On va s'intéresser maintenant à la partie un petit peu plus pratique et plus chiffrée qui consiste à calculer votre enveloppe de prêt. Alors, quelques notions pour démarrer. Qu'est-ce qui va déterminer le calcul de votre enveloppe de prêt? C'est vraiment 2 critères qui sont importants, déterminants et surtout cumulatifs. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, tout d'abord, on en a déjà parlé, le taux d'endettement. Donc, on a vu que récemment, on a eu donc quand même des directives qui nous plafonnent le taux d'endettement à 33 à 35%. Donc, on va conserver 35%, puisque c'est quand même la majorité des banques qui va s'attarder sur ce taux d'endettement maximum à ne pas dépasser. Donc, le taux d'endettement, c'est quoi? Comme le disait Benjamin, c'est la proportion de vos charges par rapport à vos revenus. Donc, qu'est-ce qu'on met sous charge, qu'est-ce qu'on met sous revenu? Alors déjà, les revenus qui sont pris en considération, ce sont bien sûr vos revenus professionnels. Alors, c'est votre revenu fixe d'une façon générale et les banques prennent en considération le fixe net de charges sociales avant impôt. Donc, selon les pays dans lesquels vous résidez, ça peut être très différent. Il faut qu'on regarde les fiches de paye tout simplement pour voir ce qui sera pris en considération et qui sera la base de notre calcul par la suite. Donc, assez déterminant finalement pour le calcul de l'enveloppe. Ce qui sera pris également en considération, mais pas de façon systématique, ce sont vos bonus, sous condition d'ancienneté de 3 ans en général. D'une façon générale, voilà, en principe, c'est plutôt les 3 dernières années qui sont prises en considération avec une pondération à 50%. C'est une moyenne finalement qui sera intégrée à vos revenus pour le calcul de l'endettement. Vos revenus fonciers également, si vous êtes déjà propriétaire et que vous avez déjà réalisé un investissement locatif, encore une fois, avec une pondération qui est en général de 70 à 80%. Donc, ce qui est pris en considération, c'est davantage les revenus fonciers sur base de contrats de bail long terme, plutôt que des revenus saisonniers de type Airbnb qui n'ont pas forcément la faveur des banques dans la considération de l'endettement, dans le calcul de l'endettement. Côté des charges, votre loyer à charge, si vous êtes locataire dans votre pays de résidence. Alors pour Hong Kong et Singapour notamment, ça peut représenter une charge assez importante. Et puis les mensualités d'emprunt, si vous avez déjà un prêt immobilier ou personnel, qui vont également compter dans la balance. Deuxième élément, votre apport. Là aussi, on l'a vu, mais on peut revenir de façon plus précise, on va dire, sur la notion d'apport, puisque l'apport total se décompose en 3 grandes catégories. Donc l'apport total, c'est quoi? C'est finalement l'argent que vous devez avoir à disposition pour pouvoir réaliser ce projet. Les fonds qui sont mobilisables pour le projet. Première catégorie, on en a parlé, les frais annexes. Donc on les a listés déjà
2-3 fois. Peut-être ce que Benjamin n'a pas évoqué, c'est les meubles qui sortent également de l'enveloppe de prêt et qu'on va devoir aussi lister dans les frais annexes pour pouvoir quantifier, en tout cas, les fonds que vous devez avoir à disposition. Deuxième catégorie, l'apport personnel. Il y a certaines banques qui en demandent, d'autres non. Donc, on se base toujours, la base 100%, c'est quoi? C'est votre prix d'acquisition hors frais. Exemple, 200 000 euros, c'est votre prix d'acquisition hors frais. Vous rajoutez 20 000 euros pour les frais annexes. Finalement, il y a certaines banques qui peuvent vous financer à hauteur de 100%, d'autres, donc 200 000 euros, d'autres qui vont vous demander un apport personnel de 10% ou de 20%. Selon les établissements bancaires, ça peut changer. Et puis, les contreparties, le collatéral qui est demandé, c'est également, même si ça reste partie intégrante de votre patrimoine personnel, il faut l'avoir à disposition dès le départ pour montrer à la banque qu'il y a cette possibilité de pouvoir transférer les fonds. Donc, vous l'avez compris, c'est la combinaison de ces deux éléments qui va pouvoir déterminer à quelle enveloppe vous aurez droit au titre d'un financement bancaire pour votre projet immobilier. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice, alors que je vais faire moi-même, bien sûr, avec une première étape, c'est calculer la mensualité d'emprunt à laquelle vous auriez droit pour rester dans un endettement inférieur à 35%, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, le plafond qu'on va considérer aujourd'hui. Donc, avant projet, on a une situation qui est assez simple. Un couple non résident qui perçoit des revenus professionnels à hauteur de 15 000 euros par mois, qui est déjà propriétaire et qui a déjà réalisé un investissement locatif sur lequel ils perçoivent des revenus fonciers à hauteur de 500 euros. Donc, ce sont des revenus qui sont déjà pondérés. Donc, on peut imaginer qu'ils sont entre 700 et 750 euros en revenus fonciers à 100%. Ils ont un loyer à charge dans leur pays de résidence qui est à hauteur de 2 000 euros. Et actuellement, au titre de leur prêt immobilier, ils remboursent une mensualité de 1 000 euros. Donc là, le calcul est très simple. Charge sur revenu, ça donne 19,35% d'endettement avec un reste à vivre qui est assez significatif du point de vue des banques puisqu'on est au-dessus de 10 000 euros. Finalement, ce qu'on voit ici, juste pour la petite parenthèse, le reste à vivre de plus de 10 000 euros, c'est quelque chose qui auparavant, avant Covid, nous permettait d'aller sur un taux d'endettement bien plus important que 35%. On pouvait clairement viser du 39-40%, voire même 45% d'endettement pour les personnes qui avaient 15 000 euros de reste à vivre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, attardons-nous sur les 35% maximum. Donc, finalement, après projet, l'objectif, c'est de se dire quelle est la mensualité d'emprunt que je vais pouvoir rajouter à ce calcul pour rester dans un endettement classique en dessous de 35%. Là, tout simplement, ce que vous voyez, c'est que j'ai ajouté une mensualité d'emprunt de 2 300 euros à tout ça, ce qui me permet d'être dans un endettement de 34,19%. Donc, on peut rajouter sans problème l'assurance, on restera en dessous de 35%. Donc là, on est sur un schéma dans lequel on a une mensualité d'emprunt de 2 300 euros qui peut être ajoutée à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Étape numéro 2, finalement, sur base de ces 2 300 euros, qu'est-ce que ça donne en termes d'enveloppe d'emprunt? Donc là, on va faire des simulations qui sont également assez simples. C'est de se dire 2 300 euros sur 15 ans ou sur 20 ans, avec des taux d'emprunt hypothétiques. Alors là, j'ai pris 1,2 et 1,4% respectivement pour les deux durées à titre d'exemple. Ça va me donner une enveloppe de prêt sur 15 ans à 378 700 euros et sur 20 ans à 481 200 euros. Donc, pourquoi j'ai fait la différence entre 15 et 20 ans? Parce qu'on pourrait très bien dire on peut aller directement sur 20 ans. Déjà, c'est parce que certaines banques limitent la durée d'emprunt à 15 ans quand il s'agit d'investissement locatif. Et également, certaines personnes vont préférer, par exemple, avoir du 15 ans plutôt que du 20 ans par rapport à notamment le coût du crédit qui sera moindre. D'autres personnes vont préférer 20 ans parce qu'on va être sur une mensualité un peu moins importante, etc. Donc, il y a plusieurs notions au titre de, finalement, la stratégie d'investissement qu'on va avoir et qui nous est propre, qui vont déterminer la durée d'emprunt. Donc, au final, on est sur un couple qui va pouvoir emprunter jusqu'à 480 000 euros sans trop de difficultés. Et en plus, dans le calcul que je viens de faire, finalement, je vais revenir sur le slide précédent, je n'ai pas pris en considération de revenus fonciers futurs. Je suis restée sur finalement une hypothèse dans laquelle je n'ai pas de revenus fonciers futurs supplémentaires, alors qu'en fait, j'aurais très bien pu les prendre en considération, ce qui aurait augmenté d'autant plus ma mensualité d'emprunt. Et donc, le montant que j'aurais pu emprunter également.
Ça, c'est un élément un peu plus spécifique, mais je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. Donc finalement, la question qu'on va se poser, c'est quel est l'apport également qu'il nous faut pour pouvoir réaliser un projet. Donc, il y a également, finalement, on aurait pu se baser sur un exemple à 300, 400 000 euros, puisqu'on voit qu'il y a une possibilité pour ça. Là, sur ce couple-là, on est plutôt sur une volonté de réaliser un second investissement locatif dans un prix qui va rester un peu raisonnable, à 250 000 euros. Donc, prenons l'exemple de l'acquisition d'un bien ancien sans travaux, pour simplifier les choses, d'un montant de 250 000 euros. 250 000 euros étant le prix d'acquisition hors frais. Et la question qui va se poser, c'est quel est l'apport qu'il va falloir avoir pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, on a pris 2 scénarios. Le premier, qui privilégie un effet de levier maximum, puisque comme vous le voyez, l'apport personnel est à 0. On est sur une banque qui veut bien financer à hauteur de 100%, c'est-à-dire à hauteur de 250 000 euros. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est finalement, en termes de frais annexes, combien je vais devoir avoir. En général, vous prenez toujours à peu près 10%. Si on décompose tous les frais, frais de notaire, frais de garantie sur de l'ancien, une estimation, ce sera à peu près 8,5%. Ça peut varier selon la garantie, mais en général, c'est toujours de cet ordre-là. Par simplification, on n'a pas pris de frais d'agence ni de meubles, mais c'est effectivement des éléments qu'il faudra ajouter si vous avez notamment des frais d'agence à votre charge en tant que bénéficiaire ou des meubles à votre charge si vous êtes dans le cas de l'acquisition d'un LMNP. Et également des frais de courtage, des frais de dossier banque qui peuvent s'ajouter à tout ça. Et donc, dans ce cadre-là, on est sur une banque qui ne demande certes pas d'apport, mais qui va souhaiter avoir un collatéral de 10% avec un minimum de 20 000 euros, donc 25 000 euros à transférer sur votre compte dans les livres de la banque pour pouvoir réaliser l'opération. Donc, ça vous fait un montant de 50 000 euros à avoir à disposition, dont finalement 25 000 euros qui sont vraiment à injecter dans le projet au titre des frais annexes. Deuxième cas de figure, là on est sur une banque qui va vous demander finalement un apport personnel, mais pas de contrepartie. Donc on est un peu sur les 2 extrêmes. Bien sûr, il y a différents cas, différents autres cas intermédiaires, mais on voulait vraiment vous montrer les 2 cas un peu extrêmes. On peut avoir aussi des banques qui vous demandent 10% d'apport, 10% de collatéral. Là, on est vraiment sur une banque qui finalement ne va pas vous demander de collatéral, mais plutôt un apport de 20%. Donc là, il faut avoir 75 000 euros à disposition pour accéder au service. Alors, ce qui va être déterminant pour vous, au-delà de ce schéma-là, et ce que l'histoire ne dit pas aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'on est sur une banque digitalisée ou non? Quels sont les frais de gestion par la suite? Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on reprend ensuite avec toutes les propositions bancaires pour pouvoir vous aider à prendre votre décision et à savoir voilà, avec quelle banque finalement vous voulez poursuivre. Donc, c'est des éléments qui vont être assez importants pour la suite. Alors, du point de vue calendrier, qu'est-ce que ça donne? Et ça sera notre dernière étape, on va dire, pour vous permettre de visualiser un petit peu les différentes étapes. Donc, tout d'abord, en général, on voit à partir de quel moment on intervient, parce qu'il faut savoir quel est le statut de votre projet. Si on est au démarrage, comme c'est le cas de la plupart d'entre vous aujourd'hui, il serait utile quand même de pouvoir déjà calibrer le projet, savoir quel est le montant que vous pouvez viser auprès des banques françaises, préparer le dossier de prêt, l'objectif étant d'avoir un dossier de qualité pour attirer le plus possible l'envie des banques françaises de pouvoir se positionner sur votre projet à des conditions intéressantes. C'est vraiment ça le focus, en tout cas en général, d'un courtier, c'est de pouvoir présenter le dossier de la meilleure façon qui soit pour que, quand ça arrive entre les mains de la personne qui va décider des conditions d'emprunt, ce soit clair et limpide pour lui et qu'il n'y ait pas de questions supplémentaires à se poser. Donc, on accorde une importance particulière pour ça à la préparation du dossier. Ensuite, une fois que vous avez une offre contresignée par le vendeur, que vous avez finalisé une négociation, que vous êtes en phase de signer prochainement le compromis, on peut démarrer la consultation bancaire, même si le compromis n'est pas encore signé. Mais au moins, une offre contresignée par le vendeur, la consultation peut démarrer. Ensuite, vous recevez les propositions bancaires. Bien sûr, vous faites votre choix au niveau de la banque avec laquelle vous souhaitez poursuivre. Il y a ensuite
un conseiller bancaire qui va prendre contact avec vous. Alors, en général, ça prend 1 à 2 semaines. Alors, je ne l'ai pas dit plus haut pour l'étape numéro 3, mais également, quand on consulte des banques, en général, on peut avoir un délai de 1 à 2 semaines, ce qui est assez rapide pour pouvoir obtenir des propositions. Donc là, une fois que le conseiller bancaire avec la banque que vous avez choisie prend contact avec vous, vous démarrez les formalités d'ouverture de compte, de mise en place de l'assurance, donc soit avec eux, soit avec nous, ça dépend de ce qui est finalement ce qui a été négocié dans la proposition. Et donc, une fois que vous obtenez un certificat d'adhésion à l'assurance, la banque peut ensuite procéder à l'édition des offres de prêt. Là également, on est sur un délai légal à partir du moment où soit vous accusez réception des offres de prêt, soit elles vous sont envoyées par la poste. Donc évidemment, on préfère toujours la digitalisation, mais en tout cas, voilà, à partir du moment où vous les recevez, où vous en accusez réception, il y a un délai de 10 jours à respecter minimum avant de pouvoir les retourner signés. Sinon, on recommence depuis le début, enfin, en tout cas, on recommence le délai légal. Donc, on vous suit beaucoup, en tout cas, sur ce point. Et puis, une fois que les offres sont signées, le notaire peut, à ce moment-là, demander l'appel de fonds et procéder. Vous pouvez procéder à la signature de l'acte final. Donc voilà, qu'est-ce qui est important là-dedans, c'est que dans le process, en général, ça prend 2 mois et demi, 3 mois en moyenne. Attention à la clause suspensive, comme le disait Benjamin, surtout maintenant, on arrive sur des mois d'été. Donc, il faut savoir qu'on est quand même sur un délai qui peut être rallongé. Également, on parle de coordination aussi. On est souvent en contact avec des conseillers immobiliers ou alors des notaires. C'est rassurant pour eux de savoir qu'il y a un courtier qui travaille sur le dossier et qui a déjà donné son aval sur le dossier. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir cette vision d'ensemble. Benjamin, peut-être que tu as quelque chose à ajouter à tout ça. Il est vraiment très succincte. J'attire vraiment juste votre attention sur le fait qu'il est vraiment très important, voire même primordial, de pouvoir préparer bien pour votre projet en amont. Et donc, avant même que vous soyez en phase de recherche ou autre, juste de manière à ce qu'on puisse faire un point sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, et ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez pas faire. C'est vraiment extrêmement important pour qu'on puisse déjà vous donner après l'ensemble des éléments de réponse aux différentes questions que vous pouvez vous poser, puisque chaque cas est spécifique et qu'il faut donc pouvoir anticiper au maximum les éventuelles demandes, interrogations que la banque peut avoir ou que vous pourriez avoir tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un point très important de pouvoir, tant que possible, essayer de préparer au mieux le projet immobilier pour pouvoir vraiment répondre au maximum en termes de qualitatif à toutes les interrogations. Donc, Merci Benjamin et Marjorie. Comme on a beaucoup de questions, je vais essayer de trier pour prendre, on va dire, celles qui se recoupent. Et désolé s'il y a des questions plus, je dirais, personnelles. Dans ce cas-là, je vous encourage à prendre un rendez-vous directement et comme ça, on ira plus dans le détail. Notamment dans les questions un peu génériques que j'ai pu prendre. Il y a une très bonne question sur les CDD. Est-ce que les revenus générés par des CDD, donc des contrats à durée déterminée à l'étranger, sont pris en compte? Est-ce que les banques financent ce type de profil? Je m'y attaque, Benjamin. Alors non, malheureusement, effectivement, Benjamin a mentionné un point assez important qui est en fait un des premiers critères d'accès au crédit immobilier, c'est la stabilité professionnelle. Et malheureusement, quand on parle de CDD, la banque ne peut pas justifier justement de cette stabilité professionnelle. Alors malheureusement, on a eu le cas notamment en Chine, au Vietnam, qui sont 2 pays dans lesquels on a souvent des CDD parce que les employeurs calent en général la durée des contrats sur la durée des visas. Donc on a eu souvent le cas et jusqu'à avant Covid, on avait quelques solutions. Depuis Covid, c'est beaucoup plus bloqué. Donc malheureusement, aujourd'hui, répondre simplement à la question, on n'a pas de solution pour les personnes en CDD. Ça peut évoluer, mais pour le coup, en ce moment, ce n'est pas le cas. Non. Ok. Autre question, pour une personne qui aurait déjà un bien en France, est-ce que ça peut être utilisé comme hypothèque et comme collatéral quelque part dans le dossier de prêt d'une nouvelle acquisition ou ça ne joue pas du tout? Je réponds, Marjorie? Ouais. Okay. Alors, tout simplement, ça peut
ça peut servir, mais ça souvent, quand on va prendre ce qu'on appelle une garantie déplacée, c'est-à-dire donc prendre une hypothèque sur le bien qui est libre de charge, donc ce qui sous-entend déjà que le bien, voilà, il appartient déjà bien en pleine propriété aux emprunteurs, en tout cas aux candidats à l'emprunt, et qu'on peut donc lever une certaine dette avec certaines, enfin, en tout cas lever de la dette sur ce bien avec certaines banques, ça peut le faire, mais souvent de manière très spécifique, ça va répondre plutôt à des personnes qui voudraient acheter un bien immobilier dans leur pays de résidence sans avoir à recourir aux emprunts locaux, qui sont très généralement avec des taux d'emprunt nettement supérieurs à ceux qu'on peut trouver en France. Voilà le cas spécifique sur lequel on peut trouver et qu'on peut mettre en place des types de garanties déplacées pour réaliser donc, des investissements. Alors, il y a une autre question, cette fois plus opérationnelle. Dans ton schéma du process, tu indiques qu'il faut attendre d'avoir un accord de vente pour commencer les démarches de consultation des banques. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un pré-approval? Est-ce que tu peux reprendre un peu ce passage en particulier? Oui, tout à fait. Vous voyez mon écran? Parfaitement, oui. Ouais, ok. Oui, en effet, alors sur la consultation des banques, alors déjà, premièrement, on peut demander une préconsultation si on a un doute. Là, ça fait quand même 5 ans qu'on fait ce métier. Moi, pour ma part, ça fait 5 ans que je suis sur la partie expatrié non résident. Si je vois dès le départ qu'il n'y a aucun souci, clairement, j'ai jamais eu le cas en fait d'un dossier que j'avais prévalidé moi-même en tant que courtier et qui n'a pas abouti. Par contre, si j'ai le moindre doute, et ça peut être lié à une situation professionnelle, une personne qui par exemple est aux US, ça peut être un peu spécifique aussi, sur des éléments, par exemple des entrepreneurs. Également, s'il y a le moindre doute, un montant de travaux qui est plus important que prévu, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une demande de pré-approval auprès de la banque, de prévalidation, pardon, qui explique le profil dans ses détails de façon anonyme et pour sonder en fait le marché tout simplement et pouvoir répondre clairement à la personne, est-ce qu'on a une solution, est-ce qu'on n'a pas une solution. Donc voilà, comme ça vous D'accord. savez exactement sur quel pied danser pour la suite. D'accord. La question suivante, je peux même la prendre moi-même. Êtes-vous transparent sur les banques que vous sollicitez pour pouvoir en solliciter d'autres complémentaires via un autre courtier? Celle-là, je vais peut-être répondre directement. Non, véritablement, c'est pas le but du jeu. Il faut savoir que Marjorie et Benjamin et tout courtier rémunéré uniquement au succès quand vous finalisez avec eux. C'est énormément de travail en amont. Ils vont solliciter un certain nombre de banques. Vous avez vu toutes les étapes. Ils vont vraiment monter un dossier pour vous. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment, avant de vous lancer avec un courtier, comparer, discuter avec eux. Et après, finalement, c'est leur faire confiance. Et s'il s'avère que vous changez d'objectif, par exemple, vous arrêtez votre projet, ce qui peut arriver, vous repoussez votre projet, ça peut arriver. Finalement, vous avez aussi sollicité votre banque qui vous répond et vous pensez que vous allez faire affaire avec votre banque. Au contraire, il faut les prévenir le plus tôt possible pour éviter qu'ils continuent à travailler sur votre dossier, je dirais entre guillemets pour rien, mais surtout qu'ils puissent prendre du temps pour travailler sur des dossiers qui nécessitent leur attention d'autres membres Imoneos, par exemple. Voilà. Vas-y, je t'en prie, Benjamin. Quelque chose. Alors oui, pour répondre quand même à la question, on est quand même extrêmement transparent avec les banques qu'on va contacter avec vous. Et bien évidemment, en fait, on va d'ailleurs faire cet exercice de transparence immédiatement, mais on a dit tout à l'heure qu'on avait 70 partenaires en France. On ne sollicite jamais 70 partenaires pour une demande de financement. On va d'abord faire le choix des établissements qu'on va solliciter en fonction du cahier des charges que vous avez fixé entre ce que vous souhaitez faire et ce que vous ne souhaitez pas faire, et ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc, bien évidemment, après, on aura toute la transparence avec vous en fonction des banques qui ont été sollicitées. Et comme le disait Rémi, effectivement, la transparence, entre guillemets, elle doit être des deux côtés pour qu'on ait un travail avec la meilleure efficience possible, de manière de, si vous avez une offre de votre banque qui est d'une qualité qui est de très grande qualité, on vous dira très rapidement si oui, effectivement, il est judicieux plutôt et pertinent d'accepter cette offre immédiatement. Très bien. Beaucoup de questions. Je vais essayer d'être rapide parce que je ne vais pas vous garder encore 2 heures. Donc, excusez-moi si on en passe, on y reviendra, les réponses directement dans le replay sur le site web. Alors, peut-être une précision sur les CDD. S'il y a un couple qui a un CDD et un CDI, est-ce que c'est bien du coup que les revenus du CDI qui sont pris en compte, mais pas les revenus du CDD? Est-ce que tu confirmes, Marjorie? Ça dépend des banques. C'est vraiment Ah, du cas par cas dans ces cas-là. Il y a certaines banques qui vont, pour un CDD couplé, entre guillemets, avec un CDI, prendre éventuellement les revenus du CDD de façon pondérée.
Donc D'accord. ça, clairement, Intéressant. c'est du cas par cas. Ça dépend de l'ancienneté, ça dépend si c'est un CDD renouvelé, ça dépend de la situation aussi de la personne qui a le CDI. Est-ce qu'elle est suffisante ou non D'accord. pour atteindre un niveau d'endettement qui reste toujours Donc, ça vaut satisfaisant? le coup de consulter son cas personnel dans ce cas-là pour voir ce qui sera possible de faire. Ça, c'est intéressant. On demande une Mm, prévalidation dans mm. ces cas-là. D'accord. D'accord. Question, est-ce qu'il y a une différence pour les résidents, les non-résidents européens et non européens dans l'obtention d'un tel prêt? Non, non. En fait, pour être tout à fait complet dessus, les seuls pays sur lesquels il est non pas difficile, mais impossible, c'est les pays qui vont être dits blacklistés par les banques, soit qui vont faire partie des listes grises ou des listes noires, voilà, qui sont pas consultables. Et donc c'est pour ça qu'en fonction de votre pays de résidence, s'il est bien important de pouvoir nous solliciter en amont pour qu'on puisse vous dire, d'après notre expérience, si vous êtes sur une zone dite sensible ou pas. Mais sinon, Mm, voilà, aucune différence entre l'Union européenne ou un pays de l'Asie-Pacifique ou le mm. Moyen-Orient. Bon, D'accord. après, il peut y avoir une différence sur les banques qui se positionnent ou non. Certaines banques privilégient le créneau Asie-Pacifique, d'autres non. Donc ça peut être ça. Et puis sur les pays blacklistés, encore une fois, ça peut être du cas par cas. Parce que bon, récemment, on a obtenu par exemple une proposition de la part d'une banque pour une personne résidente dans un pays blacklisté, tout simplement parce qu'il avait un contrat d'expat pur français avec la possibilité de faire domicilier ses salaires. Donc Mhm. encore une fois, ça dépend du profil. Bien D'accord. sûr, en contrat local, ça ne serait pas passé. Mais Mm, en contrat d'expat avec possibilité de domicilier ses mm. salaires et puis une fin de D'accord. contrat dans 2 ans, c'est le cas, D'accord. c'est passé. D'accord. D'accord. D'autres questions? Si le projet est pour dans un an, est-ce qu'il faut vous contacter maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Moi, je suis toujours de l'école de préparer le plus en amont possible. Euh, et ça permet aussi de pouvoir évoluer ensemble sur les recherches, déterminer le budget, vous informer aussi de façon régulière. On fait un suivi mensuel ou bimensuel, ou alors quand vous le voulez, tout simplement, pour suivre ensemble les étapes du projet. Et puis, bien évidemment, préparer le dossier, parce que tout ce qu'on se dit au téléphone, ou alors en remplissant un fichier pour calculer l'endettement, ben ensuite, il faut le vérifier sur des justificatifs. Mhm. Donc, on aime bien aussi préparer tout ça en amont pour pas avoir de mauvaises surprises le D'accord. jour J. Donc, effectivement, il vaut mieux préparer, comme ça on part avec son enveloppe. Après, moi, je confirme aussi que il est toujours mieux quand vous contactez un chasseur pour faire une recherche, justement, d'avoir préparé en amont votre financement. Parce que généralement, la chasse peut prendre un certain temps pour trouver le chasseur, vous mettiez d'accord avec le chasseur sur les critères qui vous trouvent des biens. Mais une chose est sûre, c'est que la décision, il faut très souvent la prendre très rapidement. Le marché immobilier en France reste tendu. Je crois qu'en 2020, ça a été en termes de transactions le plus gros nombre de transactions en France. Donc, il faut toujours se positionner rapidement. Et donc, c'est important d'avoir préparé en amont pour savoir et être rassuré et être serein sur le fait que par rapport à son budget, son financement, cette offre pourra passer. Donc voilà, donc toujours préparer son financement en amont pour pouvoir se positionner rapidement. Une question très précise, est-ce que les banques prêtent pour financer des biens location courte durée type Airbnb? Alors, oui, elles prêtent en soi, mais en fait, elles demandent toujours une estimation de revenus locatifs pour une location dite classique. Tout ce qui va être activités saisonnières ne sont pas prises en compte dans les revenus fonciers à venir. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Être détaché contrat français plus addendum au contrat dans le pays d'accueil, est-ce que c'est intéressant ou ça change rien? Être détaché avec contrat français et, pardon, contrat de Et détachement dans le pays d'accueil? ouais. Mhm. Ouais. Alors oui, c'est intéressant. Si domiciliation des salaires en France, il peut y avoir. D'accord, d'accord, Ça peut d'accord. être intéressant. Après, ça n'est pas inintéressant, entre guillemets. Si ce n'est pas le cas, ça sera considéré comme un contrat local, du Mhm. point de vue de la banque, j'entends. La vraie différence qui permet de négocier vraiment à la baisse, c'est la domiciliation des salaires. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais juste prendre deux dernières questions qui sont liées aux banques et après, merci. Toutes vos autres questions, on y répondra par écrit. Vraiment liées aux banques. À un moment donné, Marjorie, tu faisais référence à des banques traditionnelles et des banques en ligne, des banques digitales. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit une différence dans leur offre, dans l'obtention de prêts depuis l'étranger? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut avoir en tête pour choisir l'une ou l'autre? Alors,
je pense que c'est un ensemble qui est à avoir. Quand on a la possibilité d'avoir, alors c'est pas une banque en ligne, c'est pas des banques en ligne en général, parce que les banques en ligne ne financent en principe pas les non-résidents. C'est plutôt des banques qui sont très matures sur la notion de gestion de clients à distance et qui sont digitalisées, donc qui vont permettre, par exemple, la signature des offres de prêt via leur extranet. Donc ça, c'est super pratique. Et souvent, quand on a la possibilité ou deux offres à peu près équivalentes entre deux banques et une qui fait tout, on va dire, par courrier avec une charge administrative un peu lourde pour l'emprunteur et l'autre banque qui fait tout très facilement de façon digitalisée, bah, souvent, bien sûr, on préfère en tant que non-résident le digital. Après, bien sûr, ce n'est pas le seul critère qui doit être apprécié. Il y en a plein d'autres mais ça peut être un critère assez déterminant, en tout cas pour la population expat. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Une dernière question vraiment très, très tactique. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire en France, est-ce qu'il faut mieux ouvrir son compte bancaire et après faire une recherche de prêt ou plutôt chercher son prêt et en profiter pour ouvrir son compte au moment de l'obtention du prêt? Ça va dépendre des établissements bancaires. Vous avez certaines banques qui vont demander qu'il y ait au moins un compte qui soit encore ouvert dans l'espace économique européen, d'autres pour lesquelles ça n'a aucune incidence, que vous n'ayez pas de compte bancaire en France. Et de manière très pratico-pratique, c'est un peu plus compliqué, ne serait-ce quand on est non-résidente, de pouvoir ouvrir un compte en France. Notamment, je reprends l'exemple des banques en ligne. Pour ça, il faut bien faire le distinguo quand on parle de banque en ligne et de banque à distance. Ce ne sont pas le même type d'établissement. Aujourd'hui, les banques en ligne, je crois que de mémoire, il n'y a que Before qui accepte d'ouvrir des comptes pour les non-résidents. Tout ce qui est Boursorama, ING, etc. n'accepte pas de travailler avec les non-résidents. Donc voilà, j'espère avoir été complet sur la réponse. Super. Merci Marjorie et Benjamin, vous avez été très complets. Je vois vraiment, on a pris un quart d'heure de plus, mais on avait des questions très intéressantes. Un replay sera disponible dans quelques jours directement sur imoneos.fr. On tâchera de répondre à d'autres questions. Et bien sûr, si vous voulez contacter Marjorie et Benjamin sur imoneos.fr, dans la homepage, vous avez le bouton contacter un courtier. Vous faites une demande, vous avez une section pour décrire votre question précise, votre cas particulier, votre cas personnel. Et comme ça, Benjamin et Marjorie pourront vous contacter et vous pourrez les joindre afin d'étudier votre cas personnel. Voilà. Encore merci beaucoup. On attend vos autres questions directement dans le groupe Facebook Imoneos. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous. Et je vous dis à très Avec plaisir. bientôt. La prochaine fois, ça sera sur Marseille, notre conférence. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à tous. Au Merci revoir. encore, Marjorie et Benjamin.